Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 206e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui revient dans la cage pour vous débriefer avec un peu de retard, vacances oblige, la performance de Cédric Doumbé pour ses débuts au PFL. C'était le 30 septembre au Zénith de Paris. Et avec moi cette semaine pour en parler, un spécialiste pied-point, ça tombe bien, et qui sera désormais avec nous toutes les semaines ou presque. C'est un plaisir et une grande joie de pouvoir collaborer avec lui. Monsieur Baba, co-présentateur du podcast Au bord du ring avec Lucas Bourdon, prof de boxe anglaise, de boxe pied-point au Temple Noblard. Salut Baba. Salut Alex, merci beaucoup de m'accueillir et c'est un plaisir et un honneur. On va faire le boulot. Plaisir partagé et qui va revenir de semaine en semaine. On arrive un peu après la guerre, vacances oblige, mais vu la performance, impossible de ne pas revenir dessus. Ultra attendu pour ses débuts au PFL, après des semaines à chambrer comme il sait si bien le faire, Cédric Doumbé n'a pas déçu. De son entrée matelas dans les bras à son KO en moins de 10 secondes sur Jordan Zebo, en passant par sa façon de jouer avec la foule et ses déclarations fracassantes, l'ancien kickboxer champion du Glory a électrisé le Zénith de Paris et mis à ses pieds le MMA français et même au-delà. The Best est une superstar, une vraie, et on a déjà très hâte de voir la suite pour lui. Tournoi à $1 million ou Super Fight, quel prochain défi pour Doumbé? Le RMC Fighter Club évoque la nouvelle star mainstream du MMA tricolore et répond en détail à une question: qu'est-ce qui le rend si fort en striking? Aujourd'hui, je ne cesse de proclamer que je suis le meilleur combattant. Oh Cédric! Et quelques secondes après le début, oh il y va, Cédric Doumbé! Mon sport, c'est la bagarre. L'arbitre qui va s'interposer assez rapidement et voilà, victoire expéditive de Cédric Doumbé. Et moi, j'ai de l'expérience dans la bagarre. On va combattre. Ah oui, cette gauche, oh il est touché! Il est touché, Climas! On attendait ce parpaing, c'était cette gauche. La cerise sur le gâteau, ça sera le chaos que je promets à tous ceux qui vont regarder cette soirée. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et oh, ok, il a été en une seconde. Il a mis un crochet pour c'est bon. Cédric The Best Doumbé. Et merci à notre producteur Max Sabolin pour cette prod. On avait quasi tout le combat contre Jordan dans cette prod, puisque ça a duré 9 secondes officiellement, peut-être même un peu moins. À partir du moment où il met le crochet gauche, de toute façon c'est terminé. Donc je pense qu'en 5 secondes c'était fini cette histoire. Je le disais, on n'était pas la semaine dernière, on était en vacances, donc on n'a pas pu vous proposer un débrief tout de suite. Quelle claque quand même, de A à Z. Enfin, il n'y avait pas de fausses notes pratiquement. De son entrée à la fin, à son discours, J'étais à l'autre bout du monde, mais j'étais sur les fesses pour parler crûment, Baba. C'est ça, c'est ce que je disais avec des amis et des personnes avec qui on en parlait. En 20 ans que je suis les sports de combat, je ne sais pas s'il y a eu victoire aussi parfaite quand tu englobes tout le build-up, tu vois, du début jusque la fin, jusque le KO en 7 secondes. Même en englobant la semaine d'avant, enfin tout ce qui s'est passé depuis l'annonce du combat quasi. Je vais commencer à faire une comparaison, on va peut-être m'insulter, mais le seul qui a fait un truc aussi bien, ou faire du trash talk pendant 2 mois, 3 mois, même plus que ça, et ensuite gagner en quelques secondes, c'est McGregor. En fait. C'est Conor contre José Aldo. Et c'est l'autre cas qui s'est passé. Donc, c'est là où je comprends quand tu dis ça va faire crier, parce que la comparaison, en face c'était José Aldo invaincu depuis 10 ans, donc le niveau d'adversité était au-dessus. Pas du tout exactement. Mais sur ce qui s'est passé, la comparaison elle existe. Voilà, c'est ça, c'est juste par rapport à ça. Pour le reste, évidemment, il y avait une autre personne en face, et José Aldo en plus, un immense champion. Mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire pendant 2 mois, il a généré de l'intérêt. Et derrière, il réussit à faire une victoire éclatante qui fait le tour de tout. Et derrière, France Inter, les grands médias nationaux. Les grands médias. Je le disais dans l'intro, mais là, on a créé une star là. Enfin, c'était déjà dans le monde des sports de combat. On n'a pas à apprendre qui est Cédric Doumbé, Baba, mais on a créé une star mainstream. Là. C'est une star mainstream parce que des mecs qui passent de star dans le milieu des sports de combat, qui n'est pas si grand que ça, en tout cas en France, à star mainstream, à faire France Inter, à faire Combini et tout ce qui va avec. Là, en France, il y en a pas beaucoup. Tu connais combien de combattants français qui ont déplacé la moitié de l'équipe de France sur un combat? Aucun. Et pour les médias mainstream comme ça, Cyril Gane. Voilà. Cyril Gane, Teddy Riner, Tony Yoka, si on veut partir sur les autres sports. C'est ça. Pour le reste, il y a eu des mecs qui ont fait un peu de bruit, mais là, et même au niveau des US, le KO qui fait le tour de Sport Center, d'ESPN et compagnie. Quoi. Et puis quel caméléon, enfin tu le vois chez France Inter, il a sa petite veste d'étudiant en philo, tu sais, c'est un caméléon parfait, quoi. Il sait s'adapter à toutes les situations, Cédric. C'est bien, il a le discours qu'il faut selon le média dans lequel il est, et puis il arrive à continuer. C'est encore plus dur, si tu veux, de faire ce que tu fais, et ensuite de garder l'intérêt vivant derrière, tu vois, de faire le tour des médias comme ça, et que ça se fane pas. Lui, il arrive à faire ça parfaitement jusqu'ici.
Donc c'est bien, c'est tant mieux. C'est ce que, quand il y a eu la légalisation du MMA il y a 2 ans, c'est ce que les gens voulaient. Il y en a un aujourd'hui pour tirer tout le monde vers le haut. On va voir jusqu'où ça va nous mener, tout En ça. tout cas, il sera très attendu, ça c'est sûr, sur ses prochaines Ah, sorties. ça, c'est clair. Et ça, maintenant, attendu au-delà de notre petit milieu des sports de combat, c'est évident. Exactement. On va pas débriefer le combat parce que c'était il y a 10 jours, je le disais, donc c'est pas la peine de rentrer dans le détail, juste parce que j'ai un spécialiste avec moi. Donc il y a eu un débat sur ce high kick, lancé par Jordan Zebo dès le début de combat. Pour toi, c'est une grosse erreur. Moi, je sais que quand on a un peu suivi la carrière au Glory de Cédric, il réussissait bien à attraper les kicks avec ses gros gants. Oui, bien sûr. Donc avec des petits gants, je me dis, ouais, tu ouvres la porte à t'en prendre une sévère comme on a pris de Jordan. Grosse erreur ou pas? Oui, bien sûr. Jordan le sait. De toute façon, son camp le sait. C'est une grosse erreur technique. C'est certainement pas ce qu'ils avaient prévu pour commencer le combat. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses cette journée-là. Et la semaine du combat, ça a été, je pense, éprouvant mentalement pour Jordan. Et puis quand tu arrives, tu vas sortir quelque chose que peut-être tu n'avais pas prévu. Et envoyer un kick comme ça, pas préparé, il sait que c'était pas ce qu'il fallait faire. Je vais pas le blâmer plus que ça, mais techniquement parlant, voilà, c'est ça. Cédric, il l'attendait là-dessus. Tu le voyais parce qu'il a tout de suite réagi. Hein. Il a bloqué, il a saisi. Derrière, il a feinté le balayage. Et boum, le crochet gauche qui passe. Et là, ouais, voilà. Si tu fais pas ce qu'il faut quand tu te fais saisir la jambe, c'est ce qui se passe. Ouais, techniquement, derrière, la séquence, elle est parfaite. Ouais. T'as été frustré un peu de pas en voir plus, notamment sur l'évolution au sol? Moi, j'aurais bien aimé le voir, enfin voilà, un peu testé quoi, dans ces eaux-là. Ça arrivera un jour, mais là, on l'a pas vu. Oui, bien sûr que oui. C'est super important pour nous de voir l'évolution de Cédric. Tout le monde le sait, c'est un petit milieu, le sport de combat en France. Tout le monde sait qu'il s'est entraîné vraiment comme un acharné. Il n'est pas dans n'importe quelle salle, il n'a pas n'importe quel training partners. On rappelle Mehdi Hotman aussi, son entraîneur au sol. Hein. Saladin Parnasse et plein d'autres gars comme ça. Donc on sait qu'il s'est vraiment entraîné, qu'il y a des progrès. Tout le monde est unanime pour dire qu'il y a de très belles choses maintenant au sol, en défense de lutte, etc. Donc on aurait voulu en voir plus. Et ça aurait été bien pour Jordan aussi, tout simplement, qui a eu une opportunité exceptionnelle pour lui. Et malheureusement, ça se termine comme ça se termine. Donc, bon. C'est dur quand même, hein, de rentrer dans le combat quand juste avant, tu as eu les 3 Jordan t'es mort pris par tout le public et que Cédric arrive face à toi comme ça. Franchement, mentalement, c'est dur pour le gamin. Comme je te dis, il y en a un qui a eu une victoire parfaite et il y en a un qui a perdu de la pire des manières. Maintenant, il va falloir se relever. Je connais des personnes dans son entourage qui étaient dans son camp ce jour-là. Ils vont faire le nécessaire, ils sont déjà au travail et c'est ça qui est plus intéressant. On en a parlé beaucoup, toi et moi, en off. Le reste ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, voilà, il y a un sujet en termes de... aujourd'hui, et surtout pour nous, les coachs qui font ça depuis un certain temps maintenant, il y a tout un aspect préparation mentale, préparation à ces choses-là, au trash talk et compagnie, avoir une certaine... réussir à créer un certain espèce de bouclier autour de ton athlète, c'est un sujet important et je sais qu'ils auront appris. Jordan et ses coachs auront appris et feront le nécessaire. Parce que si tu veux aller plus haut, il y en aura d'autres, des Doumbé. Il y en aura d'autres, des mecs comme ça. Et là, même au-delà, il y a préparation mentale, mais là, il y a retour mental. Parce que là, il faut le gamin, il faut l'accompagner, c'est sûr. Et plein de force à Jordan Zebo, hein, qui a du talent et qu'on espère revoir très vite. Bien sûr, et un très bon gars au passage. Ouais, exactement. Et tu ouvrais la porte, donc on en glisse un mot. Pour tous ceux qui attendaient ça de cet épisode de retour du Fighter Club, ce ne sera pas un épisode sur Fernand Lopez et sur ce qui s'est passé, la déflagration post-victoire de Cédric Doumbé et son discours au micro. Tout simplement, on en a parlé, Baba, toi et moi en off. On voit pas ce qu'on apporterait de plus que ce qui est sorti pour l'instant. C'est des choses qui tournaient dans le milieu des sports de combat, qui étaient connues. C'est sorti. On va voir la suite et ce qui va se passer pour lui, mais on voyait pas d'intérêt, on voyait pas ce qu'on pouvait rajouter aujourd'hui dans un épisode là-dessus. Donc on n'en parlera pas plus que cette petite parenthèse qu'on fait, Baba, si ça te va. Non, c'est parfait pour moi. J'ai pas envie de participer au tribunal populaire. La suite pour Cédric, avant de rentrer dans ce qui nous intéressait sur la partie technique, puisqu'on va vous faire l'anatomie d'un striker unique comme peut l'être Cédric Doumbé. Mais la suite, c'est ce qui nous intéresse. Il y a une grande question qui s'est posée après cette victoire contre Jordan Zebo. Cédric, il dit sur France Inter, j'ai touché 200 000 euros pour ce combat-là. Est-ce qu'il a un vrai intérêt à faire le tournoi à $1 million? Donc on rappelle, le PFL s'est organisé par saison avec un tournoi de combat de premier tour, puis de demi-finale, finale. Le gagnant remporte $1 million. Donc il peut faire ce tournoi en 2024 chez les moins de 77, chez les welter. Cédric, où est-ce qu'il aurait plutôt tendance à se dire, mais fais des super fights, quoi, fais des gros combats contre des noms? Lui a parlé déjà d'un Tony Pettis qui est au PFL, de Jorge Masvidal, Ned Diaz, les anciennes stars de l'UFC qui sont pas au PFL, mais qui pourrait potentiellement venir faire ce genre de combat. Qu'est-ce qui te plairait, toi, tournoi ou super fight, Bama? Il peut y avoir une différence entre ce qui te plairait et ce que Cédric devrait faire. Je pense que tu as compris pourquoi j'ai hésité avant de répondre. C'est un peu ça. Moi, je pense, si je parle moi, Baba, le fan, ça m'intéresse sportivement de voir, justement, tout le travail qu'il a fait, de le voir dans un tournoi face à des tueurs.
Dans sa catégorie, il y a des tueurs, il y a des lutteurs. Oumalatov, le russe, Voilà. Sadibousi, il y a du monde. Il y a des très bons combattants. Que ce soit Sadibousi qui est un excellent striker ou Malatov qui est un très bon lutteur, grappleur et combattant complet. C'est intéressant, ça peut donner de très bons combats. Et nous, on serait gagnant. On serait gagnant de le voir maintenant parce que nous, on a une consommation différente de ce sport-là. Et moi, victoire ou défaite, ce serait intéressant pour moi de le voir se confronter à ces adversaires-là. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, le MMA, c'est un sport business, on l'a vu. Ceux qui l'ont pas compris, l'ont compris maintenant avec tout ce qui s'est passé. Prize fighting, hein. Voilà, Cédric, il a, je sais pas, 31, 32 ans. 31, je crois. 31 ans, quelque chose comme ça. Il arrive dans ce sport-là. Il a réussi à créer quelque chose. Ce serait limite bête. De pas capitaliser dessus. De pas capitaliser. Et donc de faire des super fights avec des gros noms. Faire des super fights avec des gros noms. Il est dans une organisation qui encourage les organisations avec différentes promotions. Il y a, dans cette organisation, il y a des mecs comme Jake Paul qui ramènent l'anglaise et qui font signer des contrats à des gars où tu peux aller faire un combat en anglaise et revenir ensuite en MMA. Chris Cyborg l'a fait, Francis va le faire. Donc le monde des opportunités là pour Cédric qui vient de s'ouvrir avec ça, il est immense. Et moi, le gars qui vient du pied-point, qui sait comment les mecs du pied-point galèrent, je veux pour lui qui sécurise son futur. Et les combats, ils sont juste là. Il a juste à se ramasser pour les prendre. Donc, ouais, personnellement, s'il écoute, je l'encourage. Je peux quasiment approuver tout ce que tu viens de dire. J'ai en effet, le côté fan, moi, qui me dit s'il commence à rentrer dès maintenant à 5-0 en MMA dans ses super fights, en fait, on n'aura jamais les réponses à nos questions. C'est-à-dire qu'il sera là, il va prendre son oseille, et bravo à lui, et il aurait raison de le faire, parce que tout ce que tu viens de dire est vrai, et on le répétera jamais assez ici, c'est du prize fighting, on ne prend pas des coups dans la tête pour le plaisir, c'est pour assurer son avenir et celui de sa famille. Donc je comprendrais la démarche, mais je serais grave frustré de me dire qu'il a tout de suite basculé vers les super fights. Anthony Pettis, qui est le nom qui lui a répondu, puisqu'Anthony Pettis, via son management, a dit « je suis OK pour faire ce combat ». Cédric, d'ailleurs, parenthèse, a dit « on en parlait pour la finale du PFL Europe à Dublin, fin décembre, le 16 décembre ». Lui a plutôt ouvert la porte à janvier. Il y a aussi des rumeurs de printemps prochain, avec peut-être un événement avec Francis Ngannou qui viendrait ici à Paris, donc ce serait la folie. Moi, je comprends qu'il puisse prendre cette optique-là une nouvelle fois, mais Anthony Pettis... C'est 4 défaites sur ses 5 derniers combats. C'est un ancien champion à l'UFC et au WEC en moins de 70 en léger. Mais on parle d'il y a 8 ans, il y a 8-9 ans. Ça fait longtemps. Il a affronté une pelletée de noms. On ne va pas vous faire la liste, ce serait très long. Il a même battu un Charles Oliveira, qui est aujourd'hui une des stars de l'UFC. Il l'a battu, c'était en 2016. Ça donne vraiment envie, Anthony Pettis, en fait. Moi, pas trop. Hein. Tu l'as compris dans ma question. Bien sûr, moi, pas des masses. Je vois bien que tu le veux pas, ce combat-là. Ouais, voilà, les fans un peu hardcore qu'on est voient pas spécialement l'intérêt d'un combat contre un Pettis qui commence à être ancien maintenant et un Cédric qui arrive. Donc, il n'a qu'une victoire depuis qu'il est au PFL. Voilà, il a gagné qu'une seule fois. Il est rentré dans le tournoi directement en plus. Et ça a été compliqué pour lui. De toute façon, Pettis, il est en fin de carrière. C'est en fin de carrière à l'UFC aussi. Ses combats contre Nate Diaz et contre Tony Ferguson, on a vu que même lui, son corps commence un petit peu à lâcher. Son corps lui a toujours fait des problèmes. Maintenant, pour accroître la notoriété de Cédric aux US, tu peux peut-être pas faire mieux. Non, c'est clair. On rappelle pour le coup, pour ceux qui ont découvert le MMA il n'y a pas si longtemps, Anthony Pettis, quand il est champion à l'UFC, c'est une superstar. Il est sur les boîtes de céréales Wheaties aux États-Unis, qui pour un sportif, c'est un truc de fou. Énorme. Et surtout pour un combattant. Enfin, tu vois. Imaginez-vous Tony Yoka sur les boîtes de cornflakes en France. C'est exactement ça. Donc c'était une superstar. Qui faisait le tour des plateaux, qui a fait des émissions mainstream, qui a tout fait. Et même quand il a perdu ensuite sa ceinture et qu'il a continué à faire des combats, c'est un combattant extrêmement fun. Donc de toute façon, quand Pettis combat, la plupart des gens regardent. Il a un des highlights les plus extraordinaires de l'histoire du MMA. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous tapez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Il prend appui contre Benson Anderson, contre la cage, pour aller lui mettre un high kick. C'est un truc de malade. Le Showtime kick, comme ils l'ont appelé. Donc clairement, pour Cédric, les gens, s'il y a Pettis contre Doumbé, les gens vont regarder, les gens vont payer si c'est du pay-per-view. Donc pour le PFL comme pour Doumbé, c'est un excellent business d'affronter Pettis. Et pour Pettis aussi, Pettis le sait, c'est pour ça qu'il a réagi le soir du combat. Il a dit là, c'est pour moi, c'est peut-être mon dernier gros chèque. Lui, il a vu un truc s'ouvrir là. Et évidemment qu'il allait le faire. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on va plus se diriger vers des super fights. S'il est en négociation vraiment avec Pettis, ce sera une claire indication du futur de Doumbé au PFL. Et moi, tout ce que je demande aux fans français, c'est de comprendre. C'est d'essayer d'élargir un petit peu l'esprit. Je suis d'accord avec vous du point de vue sportif, on aurait vu voir mieux.
Au niveau sportif, maintenant, il y a tout un aspect business à prendre en compte. C'est un sport business, c'est du prize fighting, comme on dit. Et quand la prime, elle est là, il faut aller la chercher. Et puis si on est le PFL et qu'on est très très malin, il fait quelques super fights là, et on lui donne le vainqueur du tournoi de l'an prochain. Bien sûr. Tu vois, pour un super fight. Bien sûr. Voilà, et sportivement, tu retrouves aussi cette légitimité-là. Il le prendra, et le champion du tournoi, il le prendra avec plaisir. Ce qui s'est passé sur le PFL Paris, c'est que Cédric, il a mis une énorme cible sur son dos. C'est quand tu as quelqu'un qui génère ce genre de buzz, ce genre de cash, du coup autour de lui, tous les combattants veulent l'affronter. C'est comme ça, et c'est ce que Cédric a fait. Et c'est sûrement sa plus grosse réussite sur ce week-end. Et Pettis, c'est celui qui a répondu, mais quand les 3 noms qu'il cite, les 2 autres, s'il arrive à affronter un des 2 autres, pareil, hein, c'est pour la popularité et tout aux États-Unis. Ned Diaz ou Jorge Masvidal. Tu sais quoi, des 3, Masvidal, ça me plairait bien pour éteindre un peu la boxe de Masvidal, tu vois, cette légende que Masvidal est un boxeur extraordinaire, même s'il a d'énormes qualités. Ouais, c'est clair. Ça me plairait bien que Cédric éteigne ça un petit peu. Puis alors là, pour la fame, Masvidal, quoi. Si tu prends Masvidal, c'est voilà, tu prends un combattant un peu légendaire de l'UFC qui a eu sa carrière, hein, qui a eu beaucoup de défaites, certes, mais qui a une aura autour de lui. Voilà, tout le monde l'aime ce combattant-là. Pareil pour Nate Diaz. Et après, j'ai vu il a été évoqué un combat en anglaise contre Jake Paul, t'imagines? Ouais, aussi. T'imagines aussi pour la popularité. En plus, c'est de fou, quoi. Ouais, donc, ouais. Le build-up pour le combat. Et puis tous les noms qu'on vient de dire, ce que j'allais te dire, mais tous les noms qu'on vient de dire, les conférences de presse d'avant-combat, c'est du bonbon, quoi. C'est du bonbon. Il y a le PFL sont très heureux d'avoir fait cette signature. Il y a un concurrent qui doit se mordre un petit peu les doigts, même si on m'explique que l'UFC s'en fout parce qu'ils ont le contrat avec ESPN. Ouais. Mais c'est terrible parce que cette explication que tu dis, donc c'est l'UFC qu'on sous-entend qui peut être très déçu de ne pas avoir signé Cédric vu ce qu'il a montré au PFL. Et en effet, il y a du vrai dans cet argument. C'est que le business model aujourd'hui de l'UFC, ils s'en foutent un peu de ça. Ils s'en foutent. Ils vont avoir besoin de créer une nouvelle star et à un moment, ça va les rattraper ce truc-là. Mais sur leur business model, c'est la seule orga de MMA à travers la planète et même de sport de combat qui peut se permettre en fait de rater des trucs comme ça. C'est ça. Ils ont créé quelque chose aujourd'hui qui leur permet de s'affranchir des stars. Donc ils ont besoin de produire une carte par week-end tout presque, et c'est bien pour ça d'ailleurs que si on était dans le business model d'avant, Conor, ça fait bien longtemps qu'il est retourné dans le pool USADA parce que Dana serait parti le voir chez lui en disant on va avoir besoin de toi. Ouais. Aujourd'hui, s'il n'y a pas preuve plus éclatante que ça, qu'ils n'ont pas vraiment besoin là tout de suite de superstar. Cette idée d'avoir juste une carte par semaine, et on va pas se cacher, hein, pour des gens qui matent ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, moi, il y a des cartes que je vois arriver à l'UFC, je me dis, je vais faire autre chose ce week-end. C'est pas le, tu vois, le week-end dernier. Voilà, il y a des qualités de cartes qui, il y a 10 ans, on n'avait pas ça. Quand tu avais une carte UFC, il y avait toujours de quoi se régaler. Voilà. Et là, même si ça peut produire des bons combats, quand tu regardes la carte sur le papier, tu dis, écoute... C'est des cartes sans enjeu, où tu vois, il n'y a que des combats, il t'en a pas un où tu as un vrai enjeu pour les classements, pour les trucs, il n'y a pas de truc qui te donne envie vraiment, quoi. Tu vois. Voilà, grand respect aux combattants, mais Bobby Green contre, je sais plus c'était qui le week-end dernier, tu vois la preuve, j'arrive même pas à me rappeler du nom de son adversaire. Grant Dawson, voilà, merci. Ouais, sur le papier, j'allais pas me réveiller à 5h du matin. Comme tu dis, ça n'empêche pas que ça donne parfois des très bons combats et qu'on peut aller mater des trucs ensuite avec plaisir, mais l'envie, elle n'est pas tout le temps là avec ce business model pour l'instant. On va passer au point qui nous intéressait pour revenir sur Cédric, puisque quitte à revenir 10 jours après, autant rentrer dans quelque chose qui n'a pas été fait, en tout cas que j'ai pas entendu. Vous vous souvenez en août, ou si vous l'avez pas vu, allez redécouvrir notre interview avec Cédric Doumbé. On était avec Julien Casier, le patron de la Gracie Barra Paris, à qui on passe le bonjour, et on avait pas beaucoup parlé de son évolution vers le sol. Donc là, maintenant que j'ai mon baba pied-point avec moi, on va parler plutôt de son striking. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, on a vu un crochet gauche et les lumières étaient éteintes. Donc pour ceux qui ont découvert un peu Cédric Doumbé, on va essayer de leur expliquer en quoi ce striking-là est unique, en quoi c'est un des plus grands champions de l'histoire du kickboxing. Toi, tu confirmes ce qu'on disait là, parce qu'on s'est beaucoup basé sur ce que vous disiez sur Overdoing. C'est un des plus grands de l'histoire en kickboxing. Bien sûr. Lucas et moi qui faisons un classement des plus grands combattants de kickboxing, il faut toujours faire attention, hein, quand on dit plus grand et meilleur, ce sont deux notions différentes. Bien sûr. Voilà, Ali est le plus grand, mais c'est peut-être pas le meilleur boxeur de l'histoire. Voilà, c'est pour faire un truc et pour poser la comparaison. La comparaison, on la comprend très bien. Voilà. C'est le plus grand pour tout ce qu'il a représenté. Exactement. Et Cédric est dans cette liste-là parce que on l'a mis, il est dans le top 15 pour nous. Voilà, dans notre top 15, il y a du Ernesto Hoost, il y a du Georges Petrosian, entre autres, il y a tous les meilleurs combattants de kickboxing de l'histoire, du semi-shield. Il est dedans parce que voilà, dans le ring, il a prouvé dans sa catégorie, il l'a nettoyé en kickboxing, et en plus de ça, il a ramené des yeux, il a fait des choses assez importantes en kick
qui font qu'il appartient à ce classement-là. Cédric, c'est un combattant qui a gagné le respect d'un gros pays, de nos voisins hollandais, alors qu'il y a toujours eu cette rivalité France-Hollande. Et que... Dans les gros pays de kick, ça tu confirmes aussi, Cédric est depuis des années, il y a un énorme respect sur son nom. Il y a un respect. Il est parti chez eux prendre des ceintures, il est parti battre leur meilleur champion, il a récupéré la ceinture du Glory en battant Nicky Holzken, qui est un combattant très respecté en Hollande. Donc après, tu gagnes le respect des fans et des combattants. Et il est très respecté dans le milieu du kickboxing, Cédric. Alors pour rentrer dans ces détails sur son striking, on va s'appuyer, je tenais à le citer, c'est un article que j'ai vu grâce à toi, grâce à des échanges sur Twitter avec toi. Un brillant article de 2020 qui est signé Dan Martin sur le site The Fight Site. Vous pouvez le retrouver sur mon compte Twitter si vous voulez, ou sur le sien qui est @dmarty, MARTY77. Brillant, qui explique en fait, qui détaille tous les petits détails techniques qui font la brillance de Cédric Doumbé sur le pied-point. D'abord, on va rentrer dans le global avant d'affiner, tu vois, pour rentrer dans les détails. Son évolution de striker, Baba. Comment tu la définirais? De quel style il est passé? À quel style il est arrivé? C'est quoi l'évolution de la carrière de Cédric Doumbé dans le pied-point sur son style? C'est ça. Cédric, il a eu 3 phases. Il a eu 3 âges, en fait, dans sa carrière sportive. Il est arrivé, pour les plus anciens, on se rappellera, il est arrivé sur Paris en tant que combattant de full contact qui vient d'Angoulême. Paris, c'est un petit monde, on se connaît tous. Cédric, il arrive, il fait un tournoi avec le tournoi Wicked One à l'époque. Et on voit un mec qui parle déjà. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Donc, tout le monde se regarde, ok. Et puis, il met KO des mecs. Il les met KO. C'est un puncher. On voit un mec, en fait, qui est un peu brouillon, mais qui cogne extrêmement fort, qui a la foudre dans les poings, qui a eu ce don-là, parce que cette foudre-là, tout le monde ne l'a pas. C'est vraiment, c'est le dernier truc non expliqué de la boxe. On a des mecs qui ont cette foudre-là et d'autres peuvent travailler toute l'année la puissance et n'auront pas ce don-là dans les poings. Donc lui, il arrive, il met KO beaucoup de gens, même si c'est un peu brouillon, c'est un peu bagarre au début, mais il met KO sur KO. Et puis, il a des victoires, des défaites, parce qu'il commence à arriver dans les big leagues du kickboxing. Il commence à arriver au Glory, il commence à arriver dans les organisations chinoises, le WLF, entre autres, qui sont des grosses organisations. Donc, il prend des victoires, il prend des défaites. Il perd notamment 2 fois contre Yohan Kongolo, qui est un combattant suisse qui est très bon. Et donc là, on se dit que Cédric, il est fort, il est fun, mais qu'il a atteint peut-être un petit plafond. Et pourtant, il arrive à se réinventer. Et là, il passe à un combattant qui tape fort toujours, mais qui privilégie les déplacements, qui va beaucoup plus se déplacer, qui va beaucoup travailler en combinaison, en technique, rentrer, ressortir. Beaucoup plus slick. Beaucoup plus slick, exactement. Et c'est comme ça qu'il va réussir à récupérer la ceinture du Glory contre Nicky Holzken. Tout le monde s'attend à ce que ce soit un combat entre 2 combattants qui frappent et qui restent en face. Et non, Cédric, il va tourner, marquer ses points, rendre fou Nicky Holzken et gagner la victoire. Et là, on se dit, waouh, c'est un nouveau Cédric, il est différent. On ne sait pas si on le préfère. Moi, personnellement, si, parce que j'aime cette boxe-là. Et ça lui permet de gagner. Dans la revanche, il fait grosso modo le même combat, il arrive à gagner. Sauf que à un moment, les combattants finissent par comprendre comment prendre ce style-là. Exactement, ils s'adaptent. Même s'il perd sa ceinture contre Gronart, pour moi, il n'aurait pas dû perdre sa ceinture dans ce combat-là, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Les éternels débats des sports de combat, Baba. C'est un autre débat. Mais là, du coup, Cédric, ce qu'il fait, et de son propre aveu, hein, moi je parle, j'invente rien, c'est lui qui l'a dit, il se professionnalise. Parce que jusqu'ici, on apprend que Cédric, il n'est pas vraiment professionnalisé. Il a personne qui le suit au niveau nutrition. Il fait ça un peu à l'arrache. Il fait ça à l'arrache, ses coupes de poids, il les fait au dernier moment, donc il a des problèmes à faire le poids, c'est compliqué. Et sa dernière semaine, il la passe en fait à faire des régimes draconiens pour pouvoir être au poids. Là, il est suivi beaucoup mieux, donc il perd le poids progressivement au cours de ses préparations. Et le résultat, il est explosif. KO. Et tu crois qu'il s'est... T'as une impression quand même qu'il y a un moment, il dit « Ok, je vais éviter d'aller chercher ces décisions qui peuvent parfois me jouer des tours. » C'est ça. J'avais noté, moi, Alim Nabiev, en 2018, cette défaite sur décision partagée. Et t'as l'impression quand même qu'après, je crois qu'il enchaîne 4 KO. Il enchaîne que des KO derrière. Voilà, et que t'as l'impression qu'il réunit son premier style avec son deuxième et il dit « C'est bon, je vais plus aller les laisser m'escroquer, entre guillemets, et je vais les finir, les mecs. » Il a trouvé le moyen, en fait, comme c'est un combattant explosif, il a fini par trouver le moyen d'être explosif sur tout le combat. Et que quand il fait mal à partir des premiers rounds, il fait mal tout de suite, c'est punitif. Et la revanche contre Nabiev à Paris, elle est éclatante. Parce il est champion, Nabiev vient, et Nabiev, c'est un combattant exceptionnel, un combattant qu'on appelle le professeur. Et Cédric arrive à le mettre KO. Nous, on était là avec Lucas et d'autres amis, enfin, comme des fous.
Et c'est un combat, c'est vraiment pour moi sa meilleure performance à ce jour, tout style confondu, c'est sa meilleure performance. Il est intouchable, tu sens qu'il est explosif, sur chaque coup il fait mal, et tu sens que Nabiev il comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'il n'arrive pas à le toucher, et quand il se fait toucher lui, tout de suite il a mal. Donc là tu comprends qu'il est sec, qu'il est fort. Quand tu le vois ce soir-là, tu te dis, ce Cédric-là, il est intouchable en Ce kick. Cédric-là, je me dis, il n'y a personne qui lui prend sa ceinture. Là, je finis par. Là, on comprend tous qu'on a un super combattant en France, que là, il est arrivé et que c'est un combattant qui, s'il arrive à construire une série de défenses de son titre, il rentre dans les plus grands. Il rentre dans les plus grands du kickboxing, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il continue à mettre KO des combattants qui sont pourtant très forts. Et même en se mettant toujours la pression, on parle de Karim Gadji, où il met KO Karim Gadji, tout le monde se dit c'est parce que Karim il est en fin de carrière. Oui, Karim a son âge, Karim a 40 ans. Mais Karim, derrière, il fait encore de grosses performances. On l'a vu encore au Glory il y a un mois, il perd de justesse contre un combattant qui, de presque 20 ans, il est plus vieux que de 20 ans. Donc Cédric, toutes ses victoires quasiment vieillissent bien. Et ça, c'est quelque chose de très important dans les sports de combat. Ta victoire, elle doit bien vieillir. Sinon, on va dire, ok, t'as battu un mec qui a enchaîné 10 défaites derrière. Ouais, bof. Non, les mecs que Cédric bat, derrière, ils gagnent. Donc ça, c'est important. Et donc, ouais, il est arrivé là à un style où quand il est bien préparé, quand il a bien fait sa préparation, qu'il a bien géré son poids et qu'il s'est bien entraîné, on a une combinaison assez exceptionnelle d'un combattant intelligent, techniquement, avec un bagage technique de toute façon... assez redoutable, mais puis surtout la puissance. Et cassette de foudre. Moi j'avais noté dans mon conducteur, j'ai noté un moment, il y a un côté, t'as à la fois le clou et le marteau. Avec Cédric, t'as le clou, le côté technique et puis le marteau. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas un combattant qui va venir exploser dans les 10 premières secondes, qui va te saouler de coups jusqu'à ce que tu tombes. Il va mettre en place quelque chose, il va mettre en place des pièges, il va travailler techniquement autour de toi, il va avoir des combinaisons. Rien que le KO, encore une fois, sur Jordan, la feinte de balayage, elle est importante. Oui, totalement. Tu vois, tout ça, c'est super important. C'est des choses que tu mets en place qui, derrière, te font t'ouvrir. Font ouvrir ton combattant. Si vous voulez regarder des combats de Cédric, allez regarder son combat contre Harut Grigorian au Glory. Il le met KO avec que des coups super précis. C'est pas super puissant ce qu'il lui met. Par contre, tout est précis. Le crochet au foie, il est important. Le percut, il est important. Tout passe. Et en fait, le combattant touche où ça doit toucher. Voilà. Et donc là, le combattant en face, il se dit attends, je me fais toucher là, je me fais toucher là, je me fais toucher là. Il y a trop de coups qui sont précis et qui font mal. Ouais. 2-3 petits points sur lesquels je voulais aussi revenir avec toi. On rappelle, c'est 75 victoires en kickboxing. Cédric Doumbé, c'est vraiment pas une blague. Et c'était important, je trouve, de faire un épisode comme ça pour rappeler qui il est au-delà du parcours pur et du fait qu'il ait gagné des ceintures, notamment au Glory. Mais qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait c'est ce striking unique et de très haut niveau? Sa posture et ses changements de garde. Ça, c'est un point sur lequel je voulais intervenir. Ouais. Je le trouve, je suis beaucoup moins spécialiste que toi, donc tu m'arrêtes quand je dis si je dis les bêtises, toujours Baba, mais cette capacité à être aussi efficace en changeant de garde, qui est très rare dans les sports de combat. On peut noter un Terence Crawford en boxe anglaise aujourd'hui, dont c'est une des caractéristiques. C'est un des trucs qu'a Cédric, ça. Ça, il sait le faire, et en plus, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va pas changer de garde au milieu du ring. C'est de droitier à gaucher, pour nos auditeurs. Excuse-moi de te couper. Non, il n'y a pas de souci. Il va pas passer en gaucher, tu vois, sur 2 minutes. C'est pas ce qu'il va faire. Ça va être sur un court instant. Exactement. Ça va être sur un court instant, il va switcher parce qu'il va faire quelque chose de précis avec ça. C'est parce qu'il veut te faire plus mal avec son crochet qui sera devenu le crochet du bras avant, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est assez. Ce qui le rend si fort, c'est qu'il y a une certaine versatilité dans sa boxe. Et puis aussi, il a des attributs physiques. Je sais pas si beaucoup l'ont vu en vrai, Cédric. Moi, je suis pas le plus petit, on me voit là. Il est bien plus petit que moi, Cédric. Par contre, il est bien plus large que moi. Il a les épaules très larges, il a des bras assez longs, un peu comme un Taylor Lapillus, pour faire une comparaison. Ils ont des morphotypes assez similaires, je trouve. Et ça fait qu'ils peuvent boxer à plusieurs distances. Il peut boxer à plusieurs distances différentes. Cédric, il va te toucher dans une distance où il n'est pas censé te toucher. En tout cas, toi, ton cerveau va te dire, là, je suis safe. Normalement, il ne me touche pas et il te touche. Et ça fait mal en plus quand il te touche. Donc, cette micro-erreur que tu vas faire à une certaine distance, tu vas la payer cash avec lui. C'est un maître aussi de la gestion de la distance. Exactement. Ça, et cette capacité, noté général, il est toujours général. Peu importe la distance, c'est lui qui maîtrise l'échange. Il t'amène là où il veut t'amener. S'il veut que ce soit au milieu du ring, ça va être au milieu du ring. S'il recule, c'est pour mieux t'aspirer et pouvoir te contrer derrière. C'est vraiment important. Là, c'est gestion de la distance et la gestion des temps du combat. Les temps forts et les temps faibles, c'est lui qui va les gérer.
Tu parlais aussi de ses contres, cette capacité à boxer sur le pied arrière. Moi, je l'avais noté aussi plusieurs fois dans ses combats. C'est une de ses caractéristiques fortes aussi. Bien sûr, ça veut dire qu'il peut frapper fort en avançant et en reculant. Et ça, c'est tout le monde ne peut pas le faire. Donc ouais, effectivement, en reculant et en t'envoyant quelque chose avec son bras arrière ou sa jambe arrière, un low kick. On peut pas mesurer les impacts des low kicks là comme ça à la télé, mais ça fait extrêmement mal s'il est bien placé alors que toi tu es en train d'avancer, que tu es bien sur ta jambe avant, ça te retire tes appuis et ça fait très mal. Et pareil, il y a certains KO qu'il arrive à mettre en reculant ou en contre comme ça, et il est fort à toutes les distances. Encore une fois, le KO qui met Nabiev, enfin le premier down qui met à Nabiev, c'est sur un genou, un coup de genou de Nabiev, donc ils sont au corps à corps. Et le fait que Cédric il arrive à faire aussi mal comme ça, sur un crochet par-dessus la tête, alors que t'as pas spécialement d'élan. Tout va partir de ta sangle abdominale, tu vois, t'es pas vraiment bien sur tes jambes. Ancré sur tes jambes, ouais. C'est fou, franchement, c'est fou. Ouais. Sur ces déplacements, il y a ce déplacement latéral aussi. On a toujours vu cette capacité développée au cours de sa carrière aussi, non seulement à se déplacer bien latéralement, notamment pour sortir en défense, pour être safe défensivement, mais aussi à mettre des coups. Avec ses mouvements latéraux. Il va décaler sur sa droite ou sur sa gauche et pouvoir ensuite frapper, soit en low kick, soit avec des crochets. Et il est fort à sortir du cadrage comme ça. C'est un combattant normalement qui va lui vouloir te cadrer, mais quand toi tu vas arriver à le cadrer, c'est ce que Nicholsken a fait pendant 2 combats. Il n'y a pas de problème. Il sait se déplacer, il va pas reculer en ligne, il va toujours décaler. S'il arrive dos au corps, il sait quoi faire. Et il a aussi un sacré coup d'œil. Il a un sacré coup d'œil. Depuis tout à l'heure, je donne certains combats, j'espère que vous notez. Ils doivent faire leur devoir, là, nos auditeurs. Faut noter tout ça et aller le voir ensuite. Il y a des images qui tournent. Son troisième combat, du coup, celui qui gagne contre Yohan Kongolo, où il est dos aux cordes, il arrive à esquiver un coup de pied retourné au foie par en dessous. C'est pas pareil, c'est pas tout le monde qui arrive à anticiper ce genre de coup et l'esquiver comme il faut, donc ça ajoute encore une fois à son swag, pour en prendre un mot qui est peut-être perdu aujourd'hui. C'est bon, on est des vieux, Baba. Voilà, c'est bon, on a le droit. Et ouais, donc il y a tout ça qui va avec. C'est évidemment qu'il a des défauts, il va avoir des choses qu'il fait moins bien, ça c'est sûr. Attention, c'est pas le combattant ultime, bien sûr. Mais en tout cas, il fait tout ça bien et c'est autant de choses compliquées à gérer pour son adversaire. Et oui, on pourra en parler. On va aussi évoquer s'il y a des défauts. Je te poserai la question, mais on est là pour mettre en avant et en lumière pour l'instant ses qualités. Tu parlais de ses esquives, ses mouvements de tête aussi. C'est marrant, mais il nous en parle quand on parle de transition MMA en août avec lui. Et il dit, moi j'avais cette habitude de faire des esquives, notamment de mettre presque de biais ou de profil après avoir mis un coup, que je peux plus faire en MMA parce que je suis hyper ouvert pour un takedown notamment. Exactement. Tu sens qu'il a dû adapter des choses qu'il maîtrisait parfaitement en kick, que c'était une obligation pour être dans le MMA. C'est obligatoire, il n'a pas le choix parce que sinon, si tu es comme ça de côté, tes jambes sont un peu plus rapprochées, donc le takedown, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le défendre. Donc là, il a bien adapté ça. On l'a vu sur les premiers combats de sa carrière, et on l'a même vu sur les 5 premières secondes du combat contre Zebo. La posture qu'il adopte maintenant, il est beaucoup plus bas. Il est beaucoup plus bas sur ses appuis. Il est prêt à défendre ce qui va venir. D'ailleurs, je crois que le commentateur du PFL en anglais le remarque immédiatement. Dès que le combat commence, il dit que Doumbé est sur une posture très basse. Donc ouais, il a su adapter ça. Encore une fois, on n'a pas vu les résultats, mais en tout cas, c'est la bonne posture à adopter. Maintenant, il faudra voir quand il y aura vraiment du takedown à défendre contre un adversaire capable. On verra ce que ça donnera. Le prof de pied-point que tu as dit, c'est difficile d'adapter ça? C'est super difficile. S'adapter de toute façon d'un sport à un autre, de passer du pied-point à l'anglaise, de passer du pied-point en MMA, c'est très compliqué. Quand tu es en pied-point, quand tu es notamment en plus en kick, donc c'est même pas pareil que la boxe taille où tu vas avoir d'autres choses à te méfier. Là, voilà, tu peux être plus sur tes appuis, tu peux être plus grand, tu peux boxer vraiment. Cédric, il avait tout loisir d'exprimer son style, d'être très libre dans sa manière d'esquiver, même si c'était dangereux. Il y a certaines esquives, certaines postures qui sont dangereuses, à la manière un peu d'un Adesanya qui était assez sujet au high kick, par exemple, au kick, parce qu'il était beaucoup avec ses épaules à défendre. Cédric, il est un peu comme ça aussi. Mais c'est quelque chose qu'il a su corriger aussi, et on le voit bien sur sa manière, pour reprendre le combat contre Zebo, sa manière qu'il a d'attraper le high kick. On va tous apprendre à chasser. Lui, il va se défendre, mais il va attendre ici, il va saisir la jambe pour pouvoir faire quelque chose avec. Ça, c'est quelque chose qu'il a adapté et qui fait très bien aujourd'hui. Donc ouais, il y a beaucoup d'adaptations, c'est très difficile. Encore une fois, tout le monde le sait, tout le monde sait dans le milieu, il travaille beaucoup et on le voit bien. C'est marrant, tu notes un nom que j'avais noté pour une question plus tard, mais je vais rentrer dedans parce que tu as cité Israël Adesanya. Et je voulais faire, donc on rappelle un champion à l'UFC des moins de 84 kilos, ex-champion, mais qui a été 2 fois champion, donc qui a été au sommet de la pyramide du MMA après avoir été un kickboxer. J'ai l'impression que la capacité à transitionner du striking pur au striking MMA est encore plus forte chez un Doumbé que chez un Adesanya.
J'ai l'impression qu'il a plus de capacité à punir les entrées des mecs quand elles sont ratées, qu'il a plus efficace dans la poche aussi. Sans doute, tu serais d'accord avec moi. Il a une meilleure capacité potentiellement, on parle, parce que après il faut donner les résultats dans la cage, mais potentiellement il y a moyen que ce soit plus fort encore. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il a il a plus de qualité pour ça. Izzy, il s'est retrouvé dans une catégorie aussi où il y a pas mal de strikers. Donc il a pu mettre en place son travail. Des gens qui ont voulu combattre debout avec lui. On comprend pas, hein, les 2 combats contre Vettori par exemple, où tu vois, c'est des mecs qui sont censés être meilleurs au sol et meilleurs lutteurs, mais qui veulent échanger debout. Donc ça a permis à Izzy de faire la carrière qu'il a fait, même si bien sûr c'est le talent surtout qu'il a propulsé. Cédric, il avait déjà certaines postures en kickboxing qui faisaient que c'est adaptable au MMA. Lucas et moi, on n'était pas pour, évidemment. En tant que 2 puristes du kickboxing, on aurait préféré... Vous voulez garder vos ouailles, gardez vos ouailles. C'est clair, pour lui comme pour Izzy. Mais en tout cas, il avait certaines qualités. Déjà, comme tu l'as dit, à l'intérieur, il est meilleur. Dans la poche, il est meilleur. Et puis encore une fois, il a ce pouvoir dissuasif. Rentrer à l'intérieur avec Cédric, c'est synonyme de pouvoir prendre un coup qui te fait dormir. Et ça va permettre de répondre à une question quand même qui est claire. Quand tu disais par exemple dans le top 15 des plus grands combattants de kickboxing, on met pas un Israël Adesanya, loin de là. Ah, loin de là. Loin de là, on est d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Mais remettre des choses aussi dans leur contexte. Izzy, c'est un combattant exceptionnel mais qui n'a rien gagné en kick. C'est ça. Donc un Cédric Doumbé a une bien meilleure carrière de kickboxer qu'un Israël Adesanya. Tout comme Poatan d'ailleurs. Oui, exactement, tout comme Alex Pereira, tout à fait. Quelques autres points que j'ai notés, tu réagis un peu comme tu veux à ces trucs-là, mais moi j'ai le plus profane que toi à noter des choses sur Cédric, à toi de me les compléter, de me les détailler. La variété dans le jab. Il sait tout faire dans le jab, Cédric Doumbé. Oui, exactement. Il va s'en servir comme un outil puissant. S'il veut vraiment, encore une fois... Le bras avant. Le bras avant. Son direct du bras avant, voilà, il va l'envoyer avec puissance. Il va gérer la distance avec. Il va vraiment te le tendre devant toi pour gérer la distance et t'attirer. Et puis ensuite pouvoir te contrer avec son bras arrière. Il peut l'envoyer, pour les fans de Hajime no Ippo, hein, vous connaissez tous les jabs et tout maintenant. Il peut envoyer des flicker jabs, ce qu'on appelle un petit peu des jabs un peu fouettés comme ça. Donc il utilise vraiment bien son bras avant. Pour vraiment poser un petit peu ses pièges, poser des jalons qui font qu'il va chercher des réactions. Tout comme Izzy Adesanya d'ailleurs. C'est 2 combattants qui utilisent beaucoup de feintes, qui poussent beaucoup le bras avant, devant, pour voir comment ça va réagir, et ensuite derrière trouver la réponse adéquate. Ouais. Donc c'est un excellent point que tu as noté. Capacité à changer de rythme, même au cours d'une même séquence. Moi, qui est un truc que par exemple, si vous suivez ce podcast depuis longtemps, vous savez que c'est un des caractéristiques que j'adore chez mon chouchou en boxe, Naoya Inoue, qui est capable de changer de rythme pendant une combinaison et de te terminer sur le dernier coup. Ouais. Il l'a aussi, ça, Cédric. Il sait le faire, mais il sait accélérer quand il voit l'ouverture, quand il voit l'opportunité. Il va accélérer, que ce soit sur un 1-2, que ce soit sur vraiment rentrer dans la poche et envoyer ses crochets et faire mal. Si tu es dans un coin et qu'il voit que tu hésites un petit peu, il va changer de rythme, il va accélérer d'un seul coup, tu vas pas le voir venir et puis ça va faire mal. Son combat son KO contre Gronart, c'est ça. Tu vois, il travaille un peu, il fait semblant de pas travailler fort et puis il envoie une grosse droite par-dessus et ça fait mal. Tout comme Inoue, il avait envoyé un 1-2 tout simple contre Payano et boum, à l'intérieur. Me rappelle pas, c'est Inoue Payano, ça c'est mes Madeleines de Proust des dernières années. Et ça c'est magnifique, un combattant comme ça fait peur. Extraordinaire. En tant que coach, tu peux préparer ce que tu veux. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, comment t'affrontes ça. Enfin, c'est quand même très 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 compliqué. Ses capacités en contre. On parlait un peu de sa capacité aussi à KOT en contre. Impression qu'il attend pas qu'on lui donne une opportunité. Non, il va se tu vois ce que je veux dire? Il va se la créer lui-même. Et même par son volume, qui n'est pas du volume pour du volume, mais pour créer des ouvertures. Ouais, il va frapper. Ce qu'il y a de bien pour lui, c'est qu'il ne va pas envoyer chaque coup avec l'intention de te mettre KO. Il va travailler. Si tu ne travailles pas en face de lui, si tu te méfies trop de sa puissance, il va travailler vraiment comme un kickboxer technique. Donc il va travailler ses combinaisons, il va réciter ses gammes. 2-3, il va envoyer le kick, 1-2-3 en bas, il va remonter. Et comme tu l'as dit, à un moment, tu vas finir par réagir, toi. Parce que tu vas vouloir envoyer, comme on dit, envoyer des coups et remiser derrière. Tu vas vouloir remiser parce que lui, il t'a attaqué. Et c'est sur cette remise que lui, il a prévu ce que tu vas faire. Et il va envoyer son contre qui va te faire mal. Sur le jab qui revient pas assez vite. Sur le low kick où tu vas pas monter tes mains. Sur tes genoux, tu vas pas monter tes mains. Il aura une réponse. Il aura une réponse et ça va te faire mal. Ouais. Comment il est au niveau du clinch, au niveau de ce corps à corps, parce qu'on sait que c'est une des caractéristiques aussi du pied-point. Et qui est aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a une des caractéristiques parfois mal exploité en MMA par certains combattants qui profitent pas assez parfois de certaines situations de clinch. Comment tu définirais les qualités de Cédric au clinch? Gros point d'interrogation.
Gros point d'interrogation. Sa carrière au kick, on n'a pas vraiment pu le voir. En tout cas, le premier combat qu'il perd contre Nabiev, c'est beaucoup à l'intérieur. Il prend beaucoup de coups de genoux, beaucoup de coups comme ça. Nabiev, il excelle à l'intérieur comme ça. Donc, en MMA aussi, on l'a pas vraiment beaucoup vu au clinch. On l'a soit vu debout, soit vu au sol. Donc, ouais, vraiment. Tu vois, ça reste une des interrogations que moi, je vais avoir, même si dans la revanche contre Nabiev, tu vois, il avait prévu qu'il prendrait des coups de genoux et il avait prévu le overhand pour mettre KO derrière. Mais ouais, sur une phase prolongée de clinch, ouais, ça c'est quelque chose que je voudrais voir. Moi, c'est quelque chose, aujourd'hui, je sais pas répondre. Ouais, ça serait intéressant à voir. En plus, clinch adapté au MMA avec la possibilité d'aller au sol, ce serait hyper intéressant. Tu parlais de son physique tout à l'heure, c'est long bras. Ouais. Il a quand même souvent été plus petit que les adversaires. Ouais, dans sa caté. Plus petit, bien sûr. T'as souvenir, parce que moi j'ai pas vu tous ces combats alors que je sais que toi tu les as squattés plus d'une fois. Il n'y a pas de KO sur un high kick par exemple? Non. Il n'y en a pas? Non. Non, ou alors peut-être dans sa carrière en full, mais là il n'y a pas beaucoup. On va dire dans la peu d'images avec la ceinture et tout. Voilà. Non, c'est pas un combattant qui met des KO avec ses jambes. C'était pour ouvrir sur les jambes de Cédric. Ouais. En quoi, qu'est-ce qui fait sa force dans les jambes? Est-ce que c'est un truc peut-être où il y a aussi des défauts? Comment tu t'expliquerais un peu tout ça? Son utilisation des jambes, elle sert l'utilisation de ses poings. Il a mis vraiment ses jambes à ce service-là. Donc quand il envoie des low kicks, c'est pour faire baisser la garde. Quand il va envoyer il n'envoie pas beaucoup de middle, mais il va en envoyer quelques-uns, voilà, pour rester menaçant. Il envoie aussi certains high kicks, il n'envoie pas tout le combat, mais il envoie des high kicks dans tous ses combats, il en envoie un ou deux, il en envoie quand même. Mais il ne va pas envoyer son high kick dans le but de, voilà, là ça va passer, je vais préparer, je vais te faire baisser les mains pour t'envoyer un kick et te descendre. Non, il utilise beaucoup les low kicks, et il utilise d'une manière, c'est souvent en fin de combinaison ou en début de combinaison. Ils ont un but précis, c'est ça, c'est de faire baisser les mains pour pouvoir ensuite envoyer. Ça va être un low kick à l'intérieur, pour pouvoir répondre avec un crochet. Ça va être une combinaison de coups au point pour pouvoir ensuite finir en low kick et que tu baisses les mains et que tu viennes attaquer et qu'il puisse te contrer derrière avec un crochet par exemple. Ouais. Dans l'article de Dan Martin, j'ai noté une phrase que je trouvais intéressante parce que tu vas pouvoir me l'expliquer en tant que spécialiste, ce que je ne suis pas du pied-point. Il écrit que même en contre, il frappe avec ses poings avant de mettre ses kicks et que c'est l'inverse du style néerlandais classique. Exactement. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Exactement. Le style néerlandais ultra classique a été popularisé dans les années 80-90 par Ernesto Hoost, par Peter Hart et plein d'autres combattants comme ça, légendaires. C'est vraiment les poings c'est les poings d'abord, puis les jambes. Ça va être des combinaisons qu'on va répéter comme des partitions de musique. Un direct, un crochet, un low kick. Voilà, on est face à face. On est vraiment comme deux combattants mexicains à l'ancienne. On est face à face, on est gant contre gant et on envoie chacun nos combinaisons point et pied. Et Cédric, il s'est beaucoup entraîné en Hollande parce qu'au début quand sa carrière a commencé vraiment à décoller en kick, il allait au Mejiro Gym à Amsterdam, un gym légendaire qui a vu passer Peter Hart, Remy Boniaski et plein d'autres combattants comme ça. Donc il s'est beaucoup entraîné avec ces mecs-là. Il a pu les voir au quotidien pendant longtemps et tu sens que c'est ce qu'il a développé pour contrer leur style. En se disant, lui, je vais faire l'inverse et ça va marcher. Donc lui, il va envoyer d'abord les jambes pour pouvoir vraiment créer l'ouverture pour ses points. Et donc en contre, c'est ce qu'il va faire. Si tu avances sur lui, il va déstabiliser ta base et ensuite il va envoyer tes points. S'il saisit, qu'est-ce qu'il fait? Balayage puis point. Fin de balayage puis point. Jordan l'a vu. Jordan, exactement. Voilà. On va tous avoir tendance, si on saisit, à essayer de balayer. Et maintenant, ce qui s'est popularisé avec des mecs comme Anderson Silva, par exemple, qu'il avait fait contre James Irwin, tu vas saisir un low kick et envoyer ton point derrière. Tu vois, comme ça, tu sais que si je saisis les jambes, il va baisser les mains. Et tout de suite, j'envoie un point. Ou je vais envoyer un direct au corps pour pouvoir lui faire mal. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser ses jambes, effectivement, pour pouvoir avoir une ouverture pour ses points. Non, c'est hyper intéressant sur ça. Et ce combat contre Nicky Holzken, donc tu parlais, légende néerlandaise, il est hyper intéressant dans cet article de Dan Martin. Il y a parfois il détaille des séquences qu'a eu Doumbé contre Holzken. Tu lis le truc, tu te dis, je suis Holzken, ça me rend dingue en fait, parce qu'il a solution à tout. Il a solution à tous les pièges, il a tout prévu et il sait contrer tout ce qui se passe. Exactement, il a vraiment prévu toutes les contre-attaques qu'il fallait et ils ont vraiment trop l'habitude, ces combattants-là, d'être face à des miroirs, face à des personnes qui combattent comme eux. C'est le premier qui va tomber, même s'il y en a qui sont beaucoup plus versatiles. Mais voilà, Ernesto Hoost, justement, j'avais écrit un article sur lui en l'appelant le original Stylebender, pour reprendre un petit peu la comparaison avec Easy. Sur Adesanya, la Stylebender. Exactement. Ernesto Hoost, c'est quelqu'un qui a été champion du monde en kickboxing, en Muay Thai et en boxe française. Mais il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Pour les autres, c'est beaucoup plus linéaire et c'est ce que Dan Martin explique très bien. On en a parlé des heures et des heures
de ce style-là de Cédric. Ouais. Pour conclure, un truc un peu plus global. Toi, l'homme qui a suivi sa carrière depuis des années et des années dans le kick, ça fait même plus de 10 ans que tu suis les combats de Cédric, tu le vois aller jusqu'où en MMA? Eh ben écoute, avant... Et le sous-entendu de ma question, c'est t'aimerais direct le voir contre les grands champions, là, aujourd'hui, parce qu'avec son expérience qu'il a en kick, et ben en fait, ça sert peut-être à rien, toutes ces étapes intermédiaires. Bah, oui et non. Je pense qu'il faut quand même une construction de carrière en MMA, qui ait comme tous les autres l'opportunité de voir des mecs qui sont forts, mais avec des styles différents. C'est ce qui s'est passé pour Adesanya quand il est arrivé. Il a pris le titre à l'UFC en 18 mois. Il est passé par des Derek Brunson, il est passé par des Marvin Vettori, il est passé par des mecs comme ça. Cédric, si vraiment on reste dans le sport et qu'il va rentrer, qu'il va aller crescendo dans les adversaires avant de prendre des champions, ouais, j'aimerais bien le voir prendre des mecs de plus en plus forts, avec des styles de plus en plus variés. Ouais. Des mecs qui peuvent lui poser des problèmes. Mais Cédric, c'est toujours quelqu'un... On a tellement hâte de voir ça, parce qu'en plus, s'il déjoue ces problèmes-là, voilà, là c'est problème pour la concurrence. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui va aller loin. Moi, j'ai toujours vu quelqu'un qui va aller loin quand il arrive. Je savais qu'en kickboxing, à un moment, il finirait par rentrer dans ce top des plus grands. En MMA, il a le potentiel aussi pour, de toute façon, arriver à être dans des combats importants pour des titres. Tu vois, il y a des combattants... Le champion de l'UFC dans sa catégorie, il est extrêmement fort. Tu vois, Léon Edwards, il est très fort. Ouais. Et c'est un combattant qui combat principalement debout ou en clinch. Si Cédric se retrouve face à quelqu'un qui combat principalement debout, il a minimum 50% de chance contre n'importe qui en MMA. Et on rappelle, il a des petits gants maintenant, de 4 onces. Quand il était en kick, ils avaient les gros gants. Donc la foot dont on parle depuis tout à l'heure, elle vient encore plus fort. Et si tous les mecs ont regardé, le Glory a été longtemps sur Fight Pass. Donc je pense que tous les mecs de sa catégorie savent qu'en face d'eux, ils n'ont pas un guignol. Non. Mais on se rappelle qu'Kamaru Usman, quand l'équipe RMC Sport lui en avait parlé, savait très bien qui c'était quand même, avait suivi la carrière. Et on finit parce qu'on a parlé que des qualités. Il y a des défauts dans le jeu de Cédric, en pied-point, tu dirais. Bien sûr. Si tu en avais un à souligner le plus gros. Sa capacité à rentrer dans des combats très moches. Très moches. Des fois, ses émotions prennent le dessus. C'est déjà arrivé, ça arrivé contre Karim Gadji, ça arrivé contre Grenard. Oui, début de carrière aussi, moi j'avais noté des choses où il disait que ça prenait le pas parfois sur le combat. C'est des fins heureuses, il gagne, souvent il gagne, mais il se met en danger. Il se met en danger inutilement et contre des mecs qui tapent fort, il peut le payer, avec des petits gants, il peut le payer cash. Ouais, et autre chose que tu aurais noté peut-être pas défaut, axe d'amélioration encore? La posture basse là qu'il adopte en MMA, c'est parfait, et il va falloir rester moins flat-footed, il va avoir les pieds un peu moins plats, rester un peu plus léger sur ses appuis. Je pense qu'en MMA ça va être important pour pouvoir voir les takedowns arriver de plus loin, les sprawls, voir comment il sprawl, etc. Donc ouais, être plus mobile. C'est un combattant très mobile en kick, il va falloir l'être encore plus en MMA. Ce qui est génial avec Cédric, c'est que c'est un combattant qui nous a régalé dans sa carrière de kick, et là à 31 ans il se réinvente et on a envie de voir tout ça, on a envie de le voir évoluer, de voir ce qu'il est capable de faire dans ce milieu là, et c'est génial. C'est une deuxième carrière qui s'ouvre pour lui complètement et qui en plus va toucher un plus grand public, parce que c'est aujourd'hui une discipline, le MMA, qui touche beaucoup plus que le kick. Quand il nous disait en août que s'il y avait eu autant d'argent et de popularité dans le kick, il serait resté, ça vous frustre les gars du kick? Bien sûr que oui, on aurait envie de le voir un peu plus longtemps, surtout qu'on a une grosse machine, et qui est censée être une grosse machine, le Glory, mais qui a foiré, et du coup qui n'ont pas pu garder des combattants comme ça, et plein d'autres, on peut citer des Tyrone Spong ou des Gokhan Saki il y a quelques temps, mais voilà, malheureusement pour nous, il est parti en MMA et on regarde. Merci beaucoup Baba d'être entré en profondeur comme ça sur le jeu de Cédric Doumbé. On a déjà hâte de le revoir et je pense qu'on en parlera dans cette émission. On en parlera dans cette émission parce que chacun de ces combats désormais vont être des événements, c'est évident, sur la planète MMA. On se retrouve la semaine prochaine pour une présentation de l'UFC 294, Makhachev Oliveira 2. Je crois qu'on aura des choses à dire autour de Chimaev aussi. C'est un bel événement qui aura lieu du côté d'Abu Dhabi. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.